On va enfin passer dans le vif du sujet, c'est ce que vous attendez tous. Je vais vous présenter quelques business models de SS. Alors bonjour à tous et à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui devant vous et d'avoir accepté l'invitation d'Alès Myriapolis. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, donc notre monde vacille entre deux thématiques, le réchauffement climatique d'une part et la révolution numérique d'une autre part. Donc, au niveau de ces deux choses-là, se retrouvent nos sociétés qui sont justement confrontées à des business models qui, jusqu'à présent, étaient basés sur la rentabilité et sur le volume. Lucie, s'il te plaît, tu peux... Ouais, c'est bon. Et donc, vis-à-vis de cela, on voit que les marchés commencent à être complètement saturés et l'idée, c'est de repenser les sociétés en réduisant l'impact sur la planète, comment sauver notre planète, comment faire en sorte que les sociétés et les salariés se sentent bien, tout en ayant des modèles économiques viables, puisque la formalité d'une société, finalement, c'est qu'elle fonctionne et que tout le monde puisse en vivre. À partir de là, une des réponses possibles, c'est dans la transformation du business model en business model de SS, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Baptiste Dupuis, j'accompagne les entreprises avec mon agence Loup Blanc, donc sur différentes thématiques, donc la stratégie et le conseil, donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui devant vous, les sites internet, la réputation en ligne, la création de contenu, le branding et une approche RSE, parce que je pars du principe, et on va en parler un peu plus tard dans le modèle de l'économie de fonctionnalité, que c'est important d'avoir un accompagnement à 360 degrés sur cette thématique-là pour que les intervenants qui travaillent dans vos structures puissent avoir une vision globale de votre stratégie. Je ne vous ai pas posé la question, est-ce que les chefs d'entreprise peuvent lever la main, les gens qui gèrent les entreprises aujourd'hui? OK. Chefs d'entreprise, ESS ou non? Très bien. Voilà. Alors, au programme ce matin, donc, je vais rapidement vous réexpliquer ce que c'est qu'un modèle économique. On va voir pourquoi les modèles économiques évoluent. On va faire un focus sur donc 3 modèles économiques de l'ESS. Puis après, on verra les avantages et les inconvénients que créent les nouveaux modèles économiques avant de réfléchir et de vous donner quelques clés pour repenser votre modèle économique. Alors moi, juste avant de commencer, moi j'ai l'approche plus business que purement RSE. Donc c'est pour vous donner quelques clés pour agrémenter votre réflexion par rapport à tout ça. Alors qu'est-ce qu'un modèle économique? Lucie, tu peux cliquer. Donc le modèle économique, c'est simplement la manière par laquelle votre société va créer de la valeur. Et la valeur, ça peut être de la valeur sociale, ça peut être de la valeur environnementale, mais évidemment, ça va être aussi de la valeur économique pour la viabilité. Je vais vous montrer un exemple de visualisation de modèle économique. Pour les porteurs de projets, vous avez peut-être, quand vous avez fait des levées de fonds auprès des banques, des choses comme ça, vu ce modèle, le modèle Canva. Donc, ça permet de créer une image, une carte d'identité de l'entreprise à un instant T qui va permettre de reprendre tous les éléments clés d'une structure, qu'elle soit ESS ou non. Donc, les partenaires, les parties prenantes de la société avec qui je travaille, comment ça se passe, quelles sont mes activités clés et comment déroule mon offre avec mon positionnement, quelles sont les ressources clés qui travaillent, est-ce que j'ai des salariés, est-ce que j'ai des machines, est-ce que j'ai déposé des brevets. Donc c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour ma relation client? Est-ce que j'ai un service client très développé? Est-ce que je communique avec mes réseaux sociaux? Est-ce que j'ai un site internet qui permet de les toucher? Le site internet, ça peut être aussi un canal de distribution avec la vente en ligne, mais est-ce que j'ai des boutiques, des choses comme ça? Quel type de segment je touche? Donc ça, c'est ma cible. Et ensuite, les structures de coûts, quels sont les coûts qui rentrent dans ma société pour la faire fonctionner, et bien sûr, comment ma société gagne de l'argent dans tout ça. Donc ça, c'est un exemple de modélisation globale d'un business model en utilisant une matrice Canva.
Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu tous les paramètres qui peuvent rentrer en compte dans l'élaboration d'un business model. Alors, pourquoi les modèles économiques évoluent? Vas-y, pardon. Donc, comme je l'expliquais en introduction, le monde change, ça impacte les marchés. On va faire de l'économie, hein. Je suis désolé, de vos matins, là, ça va pas être terrible. Le monde change, ça impacte les marchés, donc ce qu'on appelle le macro-environnement, qui impacte nos sociétés. Ici. Le marché, c'est quoi? Donc là, j'ai également utilisé une matrice assez connue des modèles d'accompagnement et d'études de marché, qui est le modèle Pestel, qui va reprendre 6 piliers des marchés, donc le politique, l'économie, le social, la technologie, l'environnement et le légal. Chacun de ces piliers a énormément d'exemples. L'idée, c'est en fonction des types de structures, en fonction de vos sociétés, en fonction des projets que vous accompagnez de ces choses-là, réfléchir à qu'est-ce qui peut impacter à aujourd'hui et à moyen puis long terme ma structure. Donc, je vous donne quelques exemples. Les évolutions de réglementation. Au niveau de l'environnement, là, la COP27 s'est terminée la semaine dernière. Le prix de la tonne de carbone risque, dans les années à venir, d'augmenter. Comment ça va impacter mon entreprise à court terme? Je vous donne un autre exemple sur le même style. D'un point de vue plutôt technologie, l'évolution du cours de l'électricité. On sait qu'aujourd'hui, ça peut impacter les sociétés, leur business model, et donc c'est des choses importantes à prendre en compte. Je vais aller assez rapidement pour pas trop vous embêter avec ça, mais voilà quelques exemples. Aujourd'hui, il y a un taux d'inflation qui est très fort, donc ça diminue potentiellement le pouvoir d'achat des consommateurs. Bonjour aux nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. D'autres choses d'un point de vue technologique, les arrêts des véhicules thermiques. Peut-être que mon entreprise, si elle fait je sais pas, une pièce mécanique pour des moteurs thermiques, et bien comment il faut repenser cette évolution-là d'ici 2035. Donc c'est toutes les questions, c'est tous les paramètres, et bien sûr donc l'environnement avec toutes les questions climatiques. Je pense particulièrement aux agriculteurs, comment faire face à ces choses-là. Donc, vous voyez, vous avez un exemple ici de toutes les choses, et le légal bien sûr, avec les évolutions légales, toutes les paramètres qui peuvent influencer de près ou de loin votre entreprise. Et donc, la première réflexion à avoir pour faire évoluer son modèle économique, c'est de se poser ces questions par rapport à une dynamique de marché. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, se renseigner, et qu'est-ce qui va impacter mon marché, donc mon modèle économique futur. Bon, rapidement sur l'économie sociale et solidaire, je pense que beaucoup de monde ici le savent, et puis on va en reparler juste après. Donc, l'économie sociale et solidaire, l'idée, c'est de remettre la valeur financière au centre du social. Donc, elle est réinvestie dans les sociétés. Julie en parlera juste après par rapport à sa structure de coopération, j'imagine. Mais l'idée, c'est de remettre le partage, les valeurs, la solidarité, l'utilité sociale au cœur de l'entreprise, et ne plus être orienté dans la direction du profit à tout va. C'est ce que je vous expliquais. Enlever cette dynamique de volume pour la remplacer vers une dynamique sociale et environnementale qui va permettre de développer pas mal de choses. Les lois de l'ESS ont été inscrites dans une loi du 31 juillet 2014. Je vais vous les énoncer. Donc, il y a une finalité orientée vers l'intérêt général et le collectif, donc, plutôt que vers l'individu en tant que tel. Une gouvernance démocratique basée sur le principe de une personne égale une voix. Ça veut dire que dans ma société, si y a une personne qui va avoir 10 000 parts, l'autre qui va en avoir qu'une, eh bien, au conseil d'administration, enfin, en fonction des choix de vote, chacun aura une part. Une lucrativité limitée, donc ça c'est une redistribution du chiffre d'affaires pour les salariés, une primauté de la personne humaine versus le capital, donc ça revenait sur ce que je disais, avoir un esprit libre d'adhésion aussi, et un ancrage, ça c'est intéressant, sur le territoire fort.
Donc là, on va enfin passer dans le vif du sujet, c'est ce que vous attendez tous. Je vais vous présenter quelques business models de SS. Alors, c'est des business models qui existent, qui ne sont pas forcément SS, mais qui rentrent dans cette ESS. Vous allez voir. Donc, le premier, c'est l'économie collaborative, dite l'économie du partage. Donc ça, vous connaissez tous. Vous connaissez tous parce que si je vous dis Blablacar, si je vous dis Vinted, si je vous dis Uber, c'est toutes des sociétés, alors pas forcément économiques, sociales et solidaires, mais qui rentrent dans cet esprit collaboratif. Donc c'est un modèle social économique qui repose sur le partage et l'échange de biens. Ça s'adresse principalement entre particuliers par le biais de plateformes qui vont être souvent digitales. Ça intervient sur les domaines de la vie quotidienne, donc le transport, l'accompagnement des enfants, l'alimentation, le partage des biens, voilà. Quelques facteurs de développement. Ce qui a permis l'essor de ce business model, c'est donc l'essor du numérique d'une première part, puisque c'est beaucoup les plateformes, les applications pour Vinted, pour Airbnb par exemple aussi, qui ont permis de développer ces business models. Les préoccupations environnementales, parce que plutôt que d'avoir en possession mon bien, je pense par exemple au véhicule, vous avez votre automobile, vous partez au travail le matin à 7 h, vous partez le soir à 19 h, et par exemple pendant la journée, je vais pouvoir mettre à disposition en location mon véhicule à d'autres personnes, et donc ça permet de partager les biens et de diviser les impacts environnementaux par exemple. Ça a été aussi drivé via une méfiance envers les institutions. Les gens préfèrent toujours travailler avec des gens locaux, des gens proches de chez eux, des gens qui vont être du territoire et qui vont permettre d'avoir cette proximité. Donc, le nouveau rapport à la propriété, ça je vous l'ai déjà un peu énoncé, et aussi bien sûr l'idée de placer l'individu au centre de la société en étant directement confrontés les uns aux autres. Alors, l'importance de l'économie collaborative, donc en 2016, c'était 28 milliards d'euros et en 2025, on s'attend à 20 fois plus. Donc, ça vous montre qu'on est dans une dynamique réelle autour de ce marché. Et donc, par rapport aux entreprises, il faut avoir cette réflexion de comment, par rapport à mon activité, je peux mettre des choses à disposition d'un point de vue collaboratif. C'est quelque chose qui est maintenant bien ancré dans les habitudes des Français. 9 Français sur 10 déclaraient avoir déjà au moins réalisé une pratique collaborative. Le Covid a permis aussi de développer cela. Et il y a une étude qui était sortie il n'y a pas très longtemps, en 2018 il me semble, qui disait que 65% des Français étaient prêts aujourd'hui maintenant à partager les biens plutôt qu'en être propriétaire. Et donc ça, c'est des tendances qui sont intéressantes et qui permettent de réfléchir par rapport à ces nouvelles approches que vous évoquiez au début, par rapport à nos business models, par rapport à vos sociétés, comment je fais comment je peux trouver quelque chose qui va permettre de développer cette économie. Donc, plus forcément être propriétaire. Par exemple, j'ai des machines, je suis dans l'industrie. Est-ce que je peux créer des partenariats avec des lycées qui vont former des jeunes sur ces mêmes machines? Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition ce qu'on peut avoir. Les enjeux, donc déjà faire des économies bien sûr, parce que pour les particuliers, l'idée quand on prend un Blablacar, c'est pas payer ni le train ni l'avion, c'est limiter l'impact certes, mais c'est aussi faire des économies, faut pas se leurrer. La valorisation de l'usage plutôt que leur position, ça c'est quelque chose de très important. Toujours avoir une dynamique d'usage. On va y revenir un petit peu plus tard avec d'autres business économiques, mais l'usage est à privilégier maintenant aujourd'hui sur le bien en 2022. La mise en relation directe des prestataires de services avec les consommateurs. Donc là, quand on va dans un Airbnb, on écrit directement au propriétaire et on ne passe pas par X personnes, par X prestataires. Et donc, ça permet de créer du lien social et aussi diminuer les coûts, tout simplement. Et alors, par contre, attention
sur ce modèle économique de la collaboration, puisqu'il y a des fois des risques pour la protection des consommateurs. Quand les modèles arrivent, on l'a vu avec Uber, on l'a vu avec Airbnb également, c'est le Far West. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de législation. Alors en France, nous, on est les champions du monde de la législation, mais donc cela veut dire qu'il peut y avoir des abus, il peut y avoir des choses comme ça. Et donc quand on est d'un côté en tant que consommateur ou même en tant que personne qui va prêter son bien, il faut faire attention à certaines choses. Donc je vous l'ai déjà évoqué, je vais déjà donner quelques exemples. Dans le transport, BlaBlaCar, Uber, GetAround qui permet de louer sa voiture entre particuliers, le logement avec Airbnb, Home Exchange, l'alimentation, Deliveroo, Uber Eats. Bon, je pense que c'est des choses que tout le monde connaît, l'équipement, le bon coin Amazon. Je mets Amazon parce que Amazon permet aussi aux particuliers de vendre et de mettre des biens. Et ça peut être aussi dans les modèles purement OSS des choses intéressantes parce que à moindre coût, bon, il y a quand même un peu de charge, mais on peut créer des boutiques en ligne et c'est des choses intéressantes. L'habillement Vinted, l'aide aux particuliers aux voisins, la culture de l'enseignement Academia. Demain, j'ai des compétences X ou Y, je peux faire des formations sur Academia, ou même voilà, remplir moi-même. Wikipédia, c'était un des premiers modèles collaboratifs puisque c'est les particuliers qui écrivent eux-mêmes les infos. Et aussi, donc pour purement les entreprises, le financement participatif qui a pris pas mal d'essor aussi avec le crowdfunding. Et il y a des structures comme Ulule, comme KissKissBankBank qui permettent, voilà, pour des particuliers, si vous avez des projets qui vous plaisent, d'entrer au capital et d'aider les sociétés, les porteurs de projets à se développer et à faire souvent les premiers tours de table. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'économie collaborative, c'est cette notion de partage des biens, partage des compétences, partage des valeurs. Comment, avec mon savoir-faire, comment, avec mon expertise de ma société, de ma structure, je peux partager. Bon, je peux le faire sans micro. Allô, allô? Non. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. J'ai une grosse voix. Donc, je disais, voilà, ça fonctionne? Parfait. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette réflexion autour du partage des biens d'une manière intelligente, toujours bien sûr, dans vos structures. Le second modèle économique, donc pareil, c'est un modèle que les gens connaissent bien par expérience. Bon, vous connaissez plutôt bien le sujet, j'ai l'impression, mais d'une manière générale, les gens ne savent pas forcément ce qui se cache derrière le modèle circulaire ou l'économie anti-gaspi. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions. Alors, la meilleure définition qui existe, c'est celle de l'Agence de la transition écologique, donc de l'ADEME. Donc, l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de cycle de vie du produit, donc c'est le cycle de vie du produit qui va nous intéresser dans ce business model de biens et de services, qui vise à augmenter l'efficacité et l'utilisation des ressources pour diminuer l'impact sur l'environnement. Donc, en gros, si je résume, c'est comment je produis mes biens et mes services de manière, responsable, mais en luttant contre le gaspillage. Donc, aussi bien au niveau des matières premières, au niveau des packaging, au niveau, donc, à tous les cycles de vie du produit. Lucie, si tu peux me... Voilà, le cycle de vie des produits, c'est de l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication, puis le transport jusque dans les espaces de livraison, de distribution, donc les magasins, tout ça. Ensuite, le produit, une fois distribué, il est vendu, puis utilisé, et jusqu'à présent, beaucoup dans les modèles économiques traditionnels, il était jeté, en fin de vie, jeté. Donc là, l'idée, c'est d'instaurer une revalorisation du produit pour qu'il reparte dans un cycle et qu'il puisse retrouver une seconde vie, aussi bien au niveau des matières premières ou au niveau du produit. Voilà, l'idée,
pour avoir une phrase que vous allez retenir, c'est que le déchet des uns puisse devenir la matière première des autres. Et c'est ça qui fait la puissance de ce modèle, parce que jusqu'à présent, les entreprises jetaient beaucoup de choses. Là, on va les récupérer, donc ça fait du chiffre d'affaires pour les sociétés. Et en plus, ça permet pour d'autres sociétés d'avoir des matières premières à moindre coût. Donc l'État avait fait une petite infographie qui reprend un peu tout ça. Donc on était dans un modèle où on extrait les matières premières, on fabrique, on consomme et on jette. Et après, on a développé le modèle de l'économie circulaire, donc qui reprend pareil plusieurs axes. Donc il y a l'approvisionnement durable, donc l'exploitation des ressources naturelles et des achats durables, on l'a déjà évoqué. L'éco-conception, donc c'est diminuer l'impact environnemental du cycle de vie du produit. L'éco-conception, ça rentre aussi dans ce que je vous disais, le packaging. Aujourd'hui, c'est une aberration. Alors, ok, c'est chouette quand on ouvre, c'est Noël, on récupère notre produit, il y a un super beau packaging, mais on va être content 5 minutes et après, le packaging part à la poubelle. Donc ça, c'est une aberration. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là, comment je peux limiter l'impact et qui, derrière, va augmenter aussi les coûts pour vos structures. Donc ça, c'est un levier puissant. Il y a une écologie industrielle et territoriale. L'économie circulaire se base toujours, le plus souvent, pas toujours, mais sur des circuits très courts. Donc l'idée, c'est de valoriser les territoires, valoriser ce que j'ai autour de chez moi pour faire des effets de levier sur ma société. Avoir une consommation responsable. Chercher aussi à augmenter la durée de vie des produits et son usage. On va voir dans l'économie de la fonctionnalité juste après. Mais utiliser mon produit, vouloir en changer tout le temps, c'est ce qu'on faisait avant avec les smartphones. On voulait toujours la dernière innovation. Aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire? Et on se rend compte que 1, non. 2, c'est du gadget. Et 3, finalement, nos smartphones, on peut les garder très, très longtemps. Donc c'est cette réflexion à avoir d'un point de vue global par rapport à vos structures, aux structures que vous accompagnez. C'est un peu du cas par cas, mais réfléchir sur ce qu'on avait avant, sur toutes les étapes du cycle de vie. Où est-ce que je peux faire des économies, limiter l'impact, limiter le gaspillage et faire en sorte que ma société soit clean comme ça. Je vais vous donner quelques exemples de sociétés avec des modèles économiques circulaires. Peut-être que vous connaissez 1083. 1083, c'est une marque de jeans qui est un peu plus haut, en direction de Lyon, à 1 heure d'ici. Et le concept, c'est simple. Ils ont récupéré des stocks de jeans énormes pour pouvoir les recycler le coton et refaire des jeans. La spécificité de leur modèle économique, c'est que quand vous achetez un jean chez eux, ils sont consignés. Et donc, ça veut dire que vous l'utilisez. Et dès que vous avez fini d'utiliser, 2, 3, 10 ans plus tard, vous pouvez revenir, leur redonner, et ils vont vous échanger contre un bon d'achat ou une réduction directe si vous en rachetez aussitôt. Et donc, ça permet d'être dans cette dynamique de gérer la matière première, parce qu'eux, ils récupèrent de la matière première, donc c'est génial pour eux. Et en plus, derrière, ils fidélisent leurs clients, et ça crée toute une synergie intéressante. Deuxième exemple que j'ai à vous présenter, c'est Back Market. Back Market, peut-être que vous connaissez, parce que c'est une des licornes françaises. Donc Back Market, c'est le supermarché du reconditionné. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone qui ne fonctionne plus, eux le rachètent, vont le remettre à neuf et vont le revendre. Donc là, on est purement sur un modèle qui reprend le déchet des uns pour revendre et les valoriser. Et donc, tout ce qui est appareil photo, la vaisselle, téléphone, écran, tout ça, tout peut se recycler et eux le font. Donc ça, c'est très intéressant. Phoenix, c'est des courses anti-gaspi. Dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup de Auchan, Carrefour, toute la grande distribution jette énormément d'aliments chaque jour. Et donc, Phoenix se sont dit, c'est pas possible ça. Donc, ils rachètent les DLC, donc les dates de limite de consommation courtes, qui devaient être jetées d'un point de vue de la loi par la distribution. Et ils vont en faire des petits paniers.
que vous allez pouvoir acheter et comme ça limiter le gâchis, faire des économies et finalement tout le monde est content. Ça existe depuis 2014 et depuis 2014, ils revendiquent avoir sauvé 170 millions de repas, donc c'est une belle histoire et surtout voilà, limiter le gâchis. Un dernier exemple d'économie circulaire, c'est l'Agadu. L'Agadu, c'est des petits gâteaux apéritifs créés proche de La Rochelle. L'Agadu récupère des drèches de bière. La drèche, c'est le déchet des céréales quand la bière est brassée. Et jusqu'à présent, ces déchets étaient ou jetés ou donnés à des agriculteurs pour ceux qui avaient fait la démarche de développer ça. Et en fait, c'est ni plus ni moins que ça peut être utilisé comme matière première pour la fabrication de gâteaux. Et en plus, ça donne un petit goût aromatisé à la bière. Et on s'est rendu compte que c'était excellent. Et donc, elle cartonne avec ces petits gâteaux. Donc, tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, on peut réfléchir, donc avoir cette réflexion cycle de vie du produit. Aujourd'hui, je vends ça. Pour vendre ça, je récupère des matières premières ici, ensuite elles sont fabriquées ici. Donc, réfléchir à chaque étape du cycle de vie, comment je peux limiter mon impact sur l'environnement, comment je peux limiter le gaspillage et derrière aussi comment je peux récupérer, donc pourquoi pas ces matières premières que j'utilisais vers d'autres entreprises, peut-être plus grosses, qui ne vont pas utiliser les mêmes. Donc, c'est amener cette réflexion vers cela. Dernier business model, donc le modèle de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça, c'est le business model qui est pour moi le plus intéressant, mais vous allez voir que c'est très subtil dans le sens où c'est voir les choses différemment. C'est ni plus ni moins que voir les choses différemment. Je peux cliquer. Bon, je ne vais pas vous lire la définition de l'ADEME. Ce qu'il faut retenir de ce business model, c'est que c'est l'usage du produit qui va prôner sur le produit en lui-même. Donc, comment mon produit est utilisé plutôt que quel est mon produit. C'est-à-dire que pour les sociétés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une montée en puissance du savoir-faire, de l'expertise pour pouvoir apporter ce qui se passe derrière le produit. Aujourd'hui, on achetait un produit, on l'utilisait, on le jetait. Demain, on va acheter un produit, on va acheter une expertise, on va acheter un savoir-faire, on va acheter tout un package qui va tourner autour du produit. Je pense que tu peux cliquer. Voilà. Donc l'ADEME identifie deux logiques complémentaires par rapport à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc la logique servicielle, c'est ce que je vous expliquais, mais également la logique de cycle de vie du produit. Donc l'idée, c'est de penser différemment le produit pour, mais je vais vous donner des exemples, ça va tout de suite vous parler plus facilement, pour optimiser la valeur et l'usage du produit. Donc, avant, on était dans un modèle où j'achète, je consomme, je jette. Là, dans ce modèle économique, on va être sur je contracte, j'utilise, je rends. Donc, on va faire beaucoup de locations. Tu peux cliquer. Peut-être que vous avez entendu en 2016, si je ne dis pas de bêtises, Michelin, qui a transformé justement son modèle économique, donc qui a cherché déjà à rendre des pneus beaucoup plus éco-responsables. Donc, ils ont diminué, je crois, de 70% l'impact sur l'environnement de la création des pneus par rapport à la procédure de fabrication. Et surtout, plutôt que de vendre un pneu, alors c'est plutôt dans la partie business, hein, donc c'est pour ceux qui s'occupent des camions, tous les frets, des choses comme ça, eh bien, ils ont vendu des kilomètres parcourus. Parce que finalement, quand on part du produit pour arriver à l'usage, quand on achète un pneu, nous on ne veut pas acheter un pneu, on veut pouvoir juste parcourir des kilomètres. Et c'est ça la différence, et c'est ça qui va changer les choses, et c'est ça qui va changer le regard et le discours. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de payer mes pneus, les utiliser, les remplacer, voilà, là, je vais payer. Michelin a mis en place un abonnement. Donc, eux, c'est avantageux parce qu'ils vont réfléchir à des pneus beaucoup plus performants sur le long terme, parce qu'avant, on était sur une dynamique de volume. Et donc, dynamique de volume, l'idée, c'est de faire du volume. Donc, c'est que mon pneu s'abîme peut-être un peu plus rapidement pour le changer plus rapidement. Et là, on change cette dynamique et on se dit,
ben, je vais vendre des kilomètres, je vais vendre voilà, des transports. Et donc, l'objectif pour moi, c'est d'avoir un pneu qui va durer le plus longtemps possible. Et donc, une fois de plus, on limite l'impact sur l'environnement. Derrière, ben, on utilise moins de matières premières, on utilise moins de choses. Donc, d'un point de vue global, la société fait des économies. L'usager paye également moins cher. C'est ce qu'ils disent. Après, vous vérifiez, hein, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir son abonnement. On sait ce qu'on paye, on ne réfléchit plus. Et terminé, bonsoir. Un second exemple, c'est Clearlight. Alors là, ça s'adresse plutôt aux collectivités locales, aux élus, aux communes. Plutôt que de vendre des ampoules, des réverbères pour les mairies, on va vendre de la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, les mairies, elles achetaient leur matériel, elles les mettaient en place, et après, il fallait trouver quelqu'un pour faire la maintenance, il fallait trouver quelqu'un pour faire tout le SAV. Et Clearlight propose donc un package clé en main qui va permettre donc non seulement de louer donc, tout ce qui est ampoule, tout ce qui est réverbère, enfin tout le matériel, mais aussi, et aller beaucoup plus loin dans sa réflexion, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, grâce aux data, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des capteurs, à plein de choses, on va faire en sorte que les ampoules soient utilisées le moins longtemps possible. Donc ça veut dire qu'avant, je sais pas, à 18 h, on allumait les ampoules, mais il faisait très beau, donc ça ne servait à rien. Là, l'intelligence artificielle va permettre de leur modèle va permettre de ne pas déclencher les ampoules tout de suite, et donc de faire, une fois de plus, des économies. Et donc, l'idée, voilà, c'était de transformer. Donc, on est parti du produit « je vends des ampoules » à l'usage « je vends de la lumière ». Et donc ça, c'est intéressant. Moi, avec ma société, j'essaye d'amener cette même dynamique. Je vends des prestations, certes, mais l'idée, c'est plutôt que de vendre un site internet, un branding, une stratégie d'entreprise, l'idée, c'est de voir tout au-delà et d'avoir un panel complet pour accompagner les entrepreneurs. Et finalement, moi, ce que je souhaite, en tout cas, et que je fais en sorte de vendre, c'est la réussite des projets plutôt qu'une prestation, des choses comme ça. Oui, madame? Ok, une dame m'a posé une question, mais n'ayant pas de micro, il était difficile de l'entendre sur la vidéo, donc je vais vous synthétiser ce qu'elle m'a demandé. Elle me posait la question suivante. Qu'en est-il de notre législation au niveau des brevets qui valorisent nos structures? Beaucoup d'entreprises déposent des brevets, et en fonction du nombre de brevets, ça les valorise auprès des investisseurs. Et donc, en valorisant l'usage, et non plus le produit, qu'en était-il des brevets déposés sur le produit? Ensuite, de par son expérience, elle avait du mal à voir la beauté du geste de vendre l'usage. Ce qui la gênait, c'était que ce soit finalement peut-être qu'un habillage et qu'un discours plutôt qu'une vraie plus-value. Non, c'est une bonne remarque. Et alors, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention parce qu'on a le packaging et il y a ce qui se cache derrière le packaging. Et donc ça, faut toujours être lucide et faire attention à ce qui se cache derrière. C'est une évidence. Après, sur des plus petites structures, il faut réfléchir à comment mettre en place. Et c'est des choses qui sont relativement récentes, qui sont nouvelles. Donc, je le disais au début, dans les inconvénients des nouveaux business models, attention à cette réglementation, attention à ces choses-là. Donc oui, c'est une très bonne remarque, et je n'ai pas de réponse particulière à apporter. C'est une réflexion à avoir tous ensemble. Et c'est d'ailleurs le principe de l'économie sociale et solidaire, c'est le tous ensemble, c'est la réflexion tous ensemble qui peut mener vers un mieux. Et c'est ça le but. Là, ce que je vous montre, c'est que plutôt que de valoriser un produit, là, l'objectif, c'est sortir du mass market pour donner une valeur servicielle, augmenter cette valeur globale pour donner envie de travailler avec nous, en fait. Donc ça permet de se différencier de la concurrence, ça permet d'accroître une expertise, et donc derrière, c'est ça qu'on veut revendiquer. Parce que voilà, si on peut acheter tous les produits qu'on veut sur AliExpress pas cher, on peut faire plein de choses. Mais l'idée, c'est voilà, réfléchir en global sur comment je transforme le produit que je veux vendre en un usage, réfléchir l'usage, donc le global, et l'utilisation finale par rapport à mon consommateur, au client qui achète le produit. Alors, les avantages et les inconvénients de voir les nouveaux business models, justement, on en a un petit peu parlé.
Donc souvent, ils sont facteurs d'innovation. L'utilisation du numérique pour développer des plateformes pour faire de l'économie participative, on l'a vu au début. Souvent, ça peut permettre de toucher une cible un petit peu plus large, donc ça peut être intéressant aussi pour des sociétés qui se lancent de travailler ces choses-là. Donc il y a bien sûr l'intégration des enjeux du développement durable, et ça c'est un des grands piliers clés des réflexions à avoir sur les nouveaux business models. Ça participe d'un point de vue purement commercial à l'image de marque des sociétés. Donc c'est très important, je vais expliquer juste après, mais très important de bien communiquer sur ce que vous faites quand vous faites des démarches qui s'ancrent dans le développement durable, dans l'économie sociale et solidaire. Ça développe aussi le chiffre d'affaires, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que ce soit un tabou non plus par rapport aux régimes sociaux. Ça motive les salariés et les partenaires qui travaillent avec vous, et ça, c'est génial. Donc, quand on met en place des actions d'économie sociale et solidaire, derrière, ça fédère au sein de l'entreprise, mais ça fédère aussi auprès des parties prenantes, des fournisseurs qui cherchent à… voilà, alors il faut que les fournisseurs soient moteurs, hein, bien sûr, parce que des fois, il y en a certains, c'est une catastrophe, mais ça permet d'avoir cette réflexion et de driver dans cette direction. Et enfin, ça fidélise vos clients aussi qui partagent vos valeurs. Quelques inconvénients, donc la dame est partie, mais c'est ça. La réglementation qui est parfois limitée, qui peut faire un petit côté Far West et avoir aussi la création d'abus. Cela dit, voilà, quand on part sur des modèles comme ceux-là, en théorie, c'est parce qu'on a des bonnes valeurs, parce qu'on veut dégager certaines choses. Donc voilà, l'apparition de nouvelles concurrences, donc ça, on l'a vu en prenant des grands groupes comme Airbnb versus les hôtels ou Uber versus les taxis. Et aussi, le plus gros inconvénient que je vois, moi, en accompagnant les entrepreneurs, c'est le besoin en temps et en moyens pour s'adapter, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Hop. Alors, comment trouver son business model? Donc, on a évoqué plein de choses. Donc, vous en avez vu l'économie du partage, l'économie anti-gaspi et l'économie de la valeur. Et donc, c'est ces trois piliers qu'il faut que vous gardiez en tête ce matin. Et ces trois piliers, en fait, ils nous montrent que, d'une part, je ne vais pas vous lire ça, ne vous inquiétez pas, il faut d'abord s'adapter au monde auquel on vit, s'adapter à la concurrence que l'on subit, mais s'adapter aussi à ce que l'on voit tous les jours, aux bonnes idées que l'on rencontre quotidiennement, et pour ensuite, après, pouvoir se développer en prenant en compte toutes ces choses-là. Donc, la démarche, elle est simple, elle est très simple, dans toute société, c'est d'abord s'approprier les enjeux, manager sa transition et la financer pour pouvoir arriver à ce nouveau business model qui soit économique, solidaire. Donc, pour se renseigner, pour savoir ce qu'il en est, donc c'est ce que je vous disais au début, on en revient au marché et donc à tous les piliers qui peuvent impacter. Et donc c'est là-dedans que vous allez avoir des réponses par rapport à votre société, à votre business. Ensuite, second point, c'est l'analyse de votre chaîne de valeur, donc à savoir en amont, donc par rapport à la recherche des ressources premières, à l'industrie, toutes ces choses-là. Sur site, qu'est-ce que je peux améliorer pour limiter le gaspillage, limiter l'impact sur le réchauffement climatique, etc., etc. Et même en aval, parce que jusqu'à présent, on s'intéressait beaucoup à cette partie-là. Donc, moi, mon entreprise ici, j'avais mes fournisseurs, bon, je ne regardais pas trop ce qu'ils faisaient. Et l'idée aujourd'hui, maintenant, c'est de s'intéresser à ce que font mes fournisseurs pour trouver des fournisseurs qui rentrent dans mes valeurs, qui rentrent dans cette dynamique globale. Donc, bien sûr, agir sur site, hein, parce que si on interagit là et là et qu'on n'interagit pas là, c'est pas très malin. Et ensuite, en aval, c'est-à-dire que
mes produits, si je vends des produits, où est-ce que je les vends, comment je les vends, est-ce que je fais attention au packaging, comment je les amène aux choses, et même au-delà, c'est-à-dire qu'une fois que le consommateur aura le produit dans les mains, comment ça va se passer, comment je fais pour aller récupérer le produit quand lui n'en aura plus besoin, comment je fais pour revaloriser, pour le recycler, etc. etc. Donc c'est réfléchir, donc d'une part au marché, pour avoir des nouvelles idées, mais également regarder au sein du micro-environnement, donc de votre propre entreprise. Pour manager sa transition vers un nouveau business model, là, c'est un plan d'action ni plus ni moins traditionnel. Hein. Là, on revient aux fondamentaux de la gestion d'entreprise. Donc, on va piloter, on va mettre des indicateurs, on va créer un plan d'action commercial, s'il y a besoin d'un plan d'action d'économie sociale et solidaire, plein de choses sur ces dynamiques-là. Là, j'ai fait un exemple où on mesure ces émissions de carbone pour pouvoir les diminuer. Donc, toujours mesurer pour avoir des indicateurs. Ensuite, fixer ses objectifs en fonction de ces indicateurs et mettre un suivi pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction. Donc, si, par exemple, je veux limiter l'électricité, l'utilisation d'électricité au sein de ma structure, bon, ben, on va mettre en place, c'est tout bête. Hein. Souvent, c'est du bon sens, hein, finalement. Le soir, avant de partir, on va vérifier que tous les ordinateurs sont éteints, tous les écrans sont éteints, que toutes les lumières sont éteintes. Et hop, on va pouvoir voir au bout d'un mois, ou 2 mois, 3 mois, quels sont les indicateurs. Pour vous donner un exemple extrêmement basique. Et après, il y a des outils qui existent pour hiérarchiser. On va voir que, par exemple, pour l'impact carbone, quelque chose qui a un fort impact et qui est facile à développer versus quelque chose qui a un faible impact et qui est difficile à transformer, vaut mieux qu'on se concentre sur cette partie-là que celle-là, qu'on concentre les moyens là où il y a le plus de résultats et où c'est le plus facile. Il faut y aller progressivement par étapes. Voilà, donc on est dans un changement complet de paradigme marketing, et c'est ça qui est intéressant, parce que même si ça fait quelques années que les précurseurs sont dessus, hein, on parle de projets depuis 2005, 2014, et puis à chaque évolution avec les accords de Paris, des choses comme ça, on remet des éléments là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une réflexion, sortir des dynamiques traditionnelles de je veux faire du volume pour que mon entreprise soit rentable au détriment du bien-être des salariés, du bien-être des parties prenantes, donc des fournisseurs ou je ne sais quoi. Et donc, ce qui compte, c'est pas faire acheter plus, donc c'est faire acheter mieux. Donc là, on revient à l'usage, au fait de donner de la valeur à ces produits. Ne plus satisfaire, voilà, ne plus avoir une dynamique sur le court terme, mais avoir une dynamique sur le long terme. C'est ce qui permet aussi, le fait d'avoir des business models où on fait de la location de biens ou de services. Ça s'étend sur une longueur, donc on a une obligation de résultat, et ça, c'est des choses plus intéressantes. Et après aussi, ce qui est intéressant, donc créer de la valeur également, c'est bien sûr communiquer sur ces changements, parce que faire les choses, c'est important, mais derrière, c'est des plus-values énormes pour vos sociétés, pour les structures, de communiquer sur ce qu'on fait. Et alors, pas forcément à très grande échelle, hein, quand on dit communiquer, mais c'est quoi? C'est avoir des réseaux sociaux, montrer comment on fait, montrer un peu les backstage. Je suis une petite structure avec mon produit, montrer le produit, montrer pourquoi il est différent, montrer comment ça se passe au sein de la société, montrer les collaborateurs qui sont heureux, donner du vrai, en fait, c'est donner de l'authenticité et ces choses-là. Pour financer, donc on est dans des modèles toujours extrêmement classiques, heureusement ou malheureusement, donc qui font que certains projets, notamment dans l'ESS, et c'était très dur à un certain moment. Cela dit, de plus en plus, les grandes banques, les choses comme ça, sont à la recherche de ces projets-là et ne veulent quasiment même plus que des projets qui rentrent dans les critères du développement durable. Donc les trois piliers, c'est toujours les mêmes en fonction des besoins de financement. Donc les banques pour les petits financements jusqu'à 150, 200 000 euros, les investisseurs jusqu'à 700, 800 000 euros, et ensuite les gestionnaires d'actifs pour les grosses structures qui veulent changer complètement leur machine ou réduire leur impact carbone ou je ne sais quoi.
Et après, c'est toujours voilà, une fonction de prêt ou de capitaux propres, toujours en prenant en compte le rendement de risque. Donc là, attention, si vous faites des dossiers, à voilà, bien tourner les choses, à bien rédiger pour montrer que le rendement pris versus le risque financier pris est intéressant. Quelques outils de financement verts. Il y a les prêts verts de plus en plus pour les particuliers et les entreprises. Il y a les obligations vertes émises par les collectivités, émises par les villes et certaines entreprises d'ailleurs. Peut-être que Julie va en reparler. Non, bon, elle n'en reparlera pas. OK. Et après, il y a des nouvelles formes d'investissement. Les investissements qui ont le label ISR, donc socialement responsable. Donc ça peut être aussi des leviers intéressants pour les structures. Mais ça, je pense que tu peux cliquer. Ça, voilà, faut se rapprocher ensuite des organismes locaux au niveau des régions, au niveau de vos villes, des choses comme ça, parce que je pense aux organismes tels que la CCI ont toutes les réponses et ont tous les éléments et ont toutes les connaissances et les contacts pour vous aider dans cette démarche de transition éco-responsable et sociale. Donc voilà ce que j'avais. Ah, et puis aussi le portail de développement de l'économie sociale et solidaire qui est aussi riche, très très riche d'informations. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué parce qu'un business model, c'est toujours très technique. Ça rentre dans la stratégie d'entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup plus sexy comme conférence, des choses comme ça, mais cela dit, c'est des réflexions à avoir. Donc ne perdez pas en compte cette notion de partage des biens plutôt que de les acheter complètement. La notion de cycle de vie du produit, repenser le cycle de vie pour définir les nouvelles règles, et ensuite ne plus être concentré sur le produit, mais plutôt se concentrer sur l'usage. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre écoute.